355. Créativité. Podcast de Chanel. Créativité. Creativity. Chanel à l'opéra. Chanel à l'opéra. 355. Bienvenue aux sessions 355 Créativité Chanel à l'opéra. Je m'appelle Virginie Mouza, je suis journaliste et écrivain. Et aujourd'hui, je suis votre hôte pour cette nouvelle série de podcasts. Prolongeant les affinités artistiques de sa fondatrice Gabrielle Chanel, qui aimait à s'entourer des artistes de son époque, la maison Chanel s'associe pour la 2e année consécutive au gala d'ouverture de la saison de danse de l'Opéra national de Paris, célébrant ainsi ses liens vivants et éternels avec la danse. Dans cette série, nous allons réunir quelques-uns des artistes de cette rentrée. Ils sont metteurs en scène, chorégraphes, scénographes, danseuses ou sopranos. Ensemble, nous allons parler de l'opéra, bien sûr, mais aussi de la relation au ballet, de leur parcours, mais aussi de leur créativité. Créativité. Creativity. Laissez-moi d'abord vous parler du lieu où nous sommes. Nous sommes dans le grand foyer de l'Opéra Garnier, l'Opéra de Paris, dans un décor typique de l'époque Napoléon III, avec des sculptures, des bronzes dorés, un plafond qui culmine à 20 mètres de haut à peu près. C'est très impressionnant. À présent, je voudrais vous parler de mon invité. Il est architecte et photographe, il est japonais. Il est mondialement connu pour ses œuvres méditatives photographiées à la chambre en noir et blanc et en grand format, qui capturent depuis près de 30 ans les infimes variations entre l'eau et l'air, les lignes d'horizon, les paysages marins, les objets sacrés, et interroge le rapport au temps, à la permanence dans notre culture. Un travail méditatif sublime plastiquement que l'on peut admirer dans un lieu construit par lui et à son image, sa fondation d'art à Odawara au Japon, à 1 heure de Tokyo. Cette saison, il signe une première collaboration en tant que metteur en scène et scénographe avec l'Opéra de Paris et ses danseurs. Bonjour, monsieur Hiroshi Sugimoto. Thank you very much. Comme je le disais, vous êtes architecte. Que pensez-vous de ce lieu ? Wow, this is so impressive. Eh bien, and c'est gorgeous. tellement impressionnant et somptueux. We cannot create this anymore. On ne sait plus The fabriquer past ça of aujourd'hui. the history Le passé, notre used to be histoire very était tellement rich. riche. Now we are Aujourd'hui, in a nous sommes en modernist plein modernisme state and et nous avons well, beaucoup we appris learned du, a lot from nous avons this beaucoup appris du decorative style et du répertoire period, décoratif but, de cette époque. it's still Je voudrais en savoir plus sur cette collaboration avec l'Opéra de Paris. C'est une première. Vous avez travaillé avec Alessio Silvestrin, ancien collaborateur de William Forsythe, pour une nouvelle création unique avec les danseurs de la compagnie At the Hawkswell, inspirée de l'œuvre de William Butler Yeats. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? you know, this was it's quite J'ai été très surpris qu'on me surprised that propose I was de offered to, créer une œuvre, who produce my piece, surtout dans le domaine de la danse et du ballet. dance and ballet. I never expected Je m'attendais to pas do du tout à this. faire ça et j'y avais I jamais never songé. think about it. But it was about 5 years ago. Il y a 5 I ans, was in Paris j'étais à and Paris pour présenter ma presenting pièce my, de théâtre Japanese japonais traditionnel, called, Sugimoto Puppets. Bunraku. It's a 18th century puppet theater. Il s'agissait d'un théâtre de marionnettes du XVIIIe siècle. Benjamin Millepied Le soir de la came première, Benjamin with Millepied his, est venu avec wife, Natalie sa femme to Nathalie saw Portman my, voir puppet mon show. spectacle de And then, marionnettes. Benjamin was so impressed, and the next day, Benjamin he came était to si my, impressionné que le stage door, lendemain, and il s'est then présenté à l'entrée just des asked me, artistes "Oh," et il m'a he dit said, "I'm so impressed. « Je suis I si want to do impressionné, something j'aimerais qu'on together fasse with quelque you. chose ensemble. And how about, Et si on faisait Paris quelque Opera chose Garnier? à l'Opéra Must be a Garnier, il ballet faudrait que ce piece. soit un ballet. » I was hesitated J'ai because hésité, I didn't parce know que je anything connaissais about, rien au ballet Paris de l'Opéra de Opera Ballet. Paris. So, Mais but, après after réflexion, a while, j'ai thinking pensé, about it, I je thought peux I faire can quelque do chose something de nouveau. something new. So that's Et c'est how comme it ça que tout a started. commencé. Comme je le disais, vous êtes à la fois photographe et architecte. Un ballet, est-ce que c'est finalement pas l'opportunité rêvée de combiner ces deux formes d'art ? Well, I am more and more into the En réalité, performing art, je fais de plus en plus de besides spectacles vivants photography aujourd'hui. and architecture. La photographie et Because l'architecture sont des formes d'art architecture très is very, immobiles. very still. Une fois qu'une And œuvre once you est terminée, finished it, elle existe un it's long temps stays for sans être a while. éternelle. Not forever, Alors but, que dans le spectacle performing art vivant, is always, chaque représentation est every show différente. is different. Elle prend It just forme, happens and disappears. puis disparaît. It's very momentary. C'est très So éphémère that's what I et c'est like. ça que j'aime. So
C'est pour cela que j'ai commencé en créant du théâtre No, théâtre japonais, et du théâtre de marionnettes. Je fais de plus en plus de spectacles vivants, et donc j'ai perçu cette proposition de l'Opéra de Paris, de danse, de ballet, comme une opportunité pour approfondir mon expérience. On a parlé du Japon et de Paris, puisque c'est là que nous sommes en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre rapport au ballet européen ? C'est pour ça que j'ai eu cette idée. Je me suis interrogé sur ce que je voulais faire à l'Opéra de Paris. J'avais monté une pièce de No japonais, traduite de la pièce At the Hawkswell de William Butler Yeats. Cette pièce avait trouvé sa place dans le théâtre No, car Yeats avait réussi à traduire toute sa dimension spirituelle. Les esprits revenaient à la vie sur scène et cela transmet un message particulier. C'était très similaire à la mythologie chaotique qui faisait la renommée de W.B. Yeats. Donc j'ai pensé qu'on pouvait la sortir de son époque pour lui donner un genre contemporain, influencé par le spirituel du No japonais, et que cela pourrait se jouer ici, à l'Opéra Garnier de Paris. Je me suis dit que ça pouvait être une idée formidable. Et c'est cette intention et intuition qui m'ont guidé quand j'ai accepté cette commande. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois que vous avez découvert le ballet européen ? Est-ce que c'était ici, au sein de l'Opéra Garnier ? J'avais été voir des opéras et des ballets plusieurs fois à l'Opéra Garnier, 3 ou 4 fois, mais en tant que simple spectateur. Oui, 3 ou 4 fois. C'était quand la toute première fois ? Est-ce que vous vous souvenez ? C'était probablement il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Quelle a été votre réaction ? Je ne me souviens même plus de la pièce. À l'époque, je regardais déjà plus les détails architecturaux. Comme aujourd'hui. Oui. Vous avez parlé du théâtre No, dans lequel le rapport au temps est central. Vous travaillez sur le temps qui passe, sur le passé, sur ce qu'il laissera comme trace. C'est une question obsessionnelle dans votre œuvre. Quelle est la place du temps dans un ballet, dans le ballet européen ? La question du temps est effectivement centrale dans le ballet. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce de Yeats. Elle a été écrite il y a 100 ans. Elle a d'abord été jouée à Londres en 1916, avant d'être adaptée pour le théâtre japonais No. Elle a été jouée au Japon avant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, elle y est devenue très populaire à plusieurs moments. Des créations ont eu du succès après la guerre, dont la mienne, qui s'est jouée au Musée d'Art Moderne en 2006, où elle faisait partie de mon spectacle pour le musée de Tokyo. Temporellement parlant, je ramène aujourd'hui cette pièce afin de la réorganiser et de l'adapter pour l'Opéra Garnier de Paris. Ça lui aura donc pris 100 ans pour faire un tour du monde partant de l'Europe et allant jusqu'au Japon, avant de revenir à Paris. Ce voyage est très intéressant. C'est un très long voyage. La danse est probablement l'une des formes artistiques les plus archaïques. Elle est ancrée dans l'archéologie, allant même au-delà de l'Antiquité. Avez-vous la sensation de remonter le temps quand vous travaillez sur un ballet ? Oui. Je pense qu'au tout début de la civilisation, la danse et le jeu étaient déjà là. Il s'agit donc de la forme d'art la plus ancienne, avec bien sûr la poésie, la peinture et d'autres. En particulier les danses divines, comme celles faites pour invoquer les esprits. C'est l'histoire de la civilisation humaine. Je suis très intéressé par l'époque néolithique et même par celle d'avant, lors des prémices du développement du cerveau humain, de la spiritualité. Je crois que la danse est le meilleur médium pour explorer ça. En parlant d'état d'esprit, vous dites que vous avez l'impression que les Français sont souvent pessimistes, déprimés, mélancoliques.
Qu'en est-il des artistes français? Le pessimisme fait partie de l'art. Mais le romantisme aussi depuis plus de 100 ans. C'est un peuple très très artistique qui pense différemment des autres nations européennes. Et je ne sais pas trop comment, mais c'est quelque chose que les Français partagent avec la spiritualité japonaise. Les Japonais sont aussi mélancoliques et pessimistes et romantiques à leur manière. Parfait, c'est un bon mélange. Ils se sont bien trouvés. Vous avez dit qu'il fallait avoir une certaine expérience de vie avant de choisir d'être un artiste. Quel âge aviez-vous, vous-même, quand vous êtes considéré comme un artiste? Je sais pas. J'ai probablement décidé de devenir artiste quand je suis venu aux États-Unis à l'âge de 20 ans. Je suis arrivé à New York en 1974. Que s'est-il passé? Le minimalisme et le conceptualisme étaient alors en plein essor. J'étais un très bon photographe à l'époque, mais je pensais que la seule manière d'être reconnu était de faire de la photo commerciale. J'ai même essayé d'être photographe de mode. Mais j'aimais pas ça. Puis quand j'ai vu une exposition minimaliste et contemporaine, j'ai été tellement impressionné que j'ai abandonné l'idée d'être photographe. À la place, j'ai décidé de devenir un artiste contemporain qui utilise la photo comme un outil. Dans quel pays avez-vous la sensation que votre travail est le mieux reçu et vécu? Les Américains ont financé mon œuvre, puis les Japonais m'ont transmis son esprit. Donc, vous êtes photographe, architecte, artiste plasticien, sculpteur aussi. Est-ce que cela signifie que vous vous sentez trop à l'étroit dans le rôle de photographe? Est-ce que vous aviez besoin de ces trois dimensions? Je ne m'étais jamais considéré comme appartenant à telle ou telle profession. Je suis un photographe complètement démodé maintenant. Je travaille à l'ancienne, comme un photographe du 19e siècle. J'utilise aucun appareil digital pour mon art. Je suis le dernier photographe non digital. Il me reste 1 an de réserve de pellicule et 1 année et demie de papier pour impression. Et que ferez-vous alors? Je m'arrêterai peut-être. Je ne pourrai plus en faire. Ou il faudra que je fabrique ma propre pellicule comme un photographe du 19e siècle. C'est possible. Mais j'ai 71 ans et j'ai tellement d'autres choses à faire. J'ai jamais pensé devenir architecte. Puis des gens ont commencé à me demander de designer des espaces. J'ai jamais eu l'intention de le devenir, mais les gens m'ont transformé en architecte. C'est comme ce projet. J'avais jamais créé un ballet, mais un théâtre m'a demandé de le faire, et je dis jamais non quand on me fait une requête. Donc, vous dites que vous avez un stock limité de pellicules photos et de papier pour imprimer vos photos. Il s'agit là de temps, de transmission. Est-ce que vous enseignez? Pensez-vous à l'héritage que vous transmettez? Du point de vue de l'héritage, j'ai décidé de construire ma propre fondation au Japon, la fondation d'art Odawara. J'ai jamais accepté d'enseigner. Je déteste enseigner parce que je ne sais pas faire. Techniquement peut-être, mais ma technique est totalement archaïque. Il n'y a pas besoin de la transmettre, car plus personne ne peut me copier. En règle générale, quand je reçois une proposition pour enseigner, je réponds que je préférerais être dresseur dans un zoo. Dresseur dans un zoo? Mon Dieu, mais pour quel animal? Un être humain, car ce sont les pires des animaux auxquels enseigner. Vous dites, la fin de l'humanité est inscrite dans mes photos. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'essaie de lâcher prise sur le passé.
Je me sens très concerné et intéressé par l'histoire des êtres humains. Comment les êtres humains sont-ils devenus l'espèce dominante ? Là est la question. Quelle est la différence entre l'état animal et l'état humain ? Les humains ont une conscience. Les humains ont acquis un esprit. Quelle est cette chose si intéressante appelée esprit ? Voilà le sujet de recherche de ma vie, ma question centrale. Et en utilisant la photo et mon appareil, je peux repartir en arrière, fonctionner comme une machine à remonter le temps. Je peux faire un bond en arrière vers l'époque néolithique pour chercher comment les humains ont développé une conscience. C'est toute la problématique de la série des paysages marins. Peut-être que les premiers hommes de l'époque néolithique partageaient avec l'homme moderne une vision commune, un paysage marin. Nous avons changé les paysages terrestres. La présence de la civilisation induit le changement des terres, l'abattage d'arbres. C'est pour ça que ma série traite des paysages marins. Si nous pensons aux aspects atemporels de l'univers, comme les paysages marins, est-ce qu'on peut parler là de beauté ? Vous avez dit « j'en ai assez de créer du beau », mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce constat ? Selon vous, quelle est la frontière entre ce qui est beau et ce qui ne l'est pas ? La beauté ne peut être perçue que par l'humain. Mais la nature sans être humain est probablement l'essence même de la beauté. C'est pour ça que je veux juste être moi, le premier humain face au front de mer, regardant l'horizon. Ce doit être cela, la plus belle scène et la plus belle époque. Depuis, nous nous sommes trop développés. Pensez-vous que nous détruisons la beauté ? Nous nous autodétruisons. Nous détruisons les océans. J'ai commencé à créer mes paysages marins en 1980, il y a presque 40 ans. Et il est de plus en plus difficile de les prendre en photo. Il faut laisser la civilisation derrière soi pour pouvoir retrouver la mer sans humain, sans bateau. C'est de plus en plus difficile à faire. Où que j'aille, je vois des bateaux de pêcheurs. Donc si l'on considère que les humains et la civilisation sont des obstacles, quelles sont pour vous donc les conditions idéales à votre créativité ? J'ai la chance d'être assez âgé pour ne pas devoir être témoin de la fin de la civilisation. Pour en revenir à ma fondation d'Awara, je considère que ce centre très solide, avec ses immeubles en béton, a été conçu dès le départ comme une ruine de notre civilisation. Donc, dans 5000 ans, il n'en restera probablement que des ruines. Toutes les fenêtres disparues, la structure toujours présente, envahie par les plantes grimpantes, comme si on contemplait les pyramides ou la Grèce. C'est le même genre de choses. Sur une note plus légère, un petit questionnaire. Quand avez-vous dansé pour la dernière fois ? Quand j'étais jeune, j'allais en discothèque, à Tokyo. C'était il y a longtemps. Puis à New York, ouais, au studio 54, je me souviens. Sur quelle musique vous prêtez-vous à la rêverie ? Sur quelle musique je rêvasse ? J'ai des sons marins. Regardez ma présentation. La musique est composée par Ryoji Ikeda. Un compositeur japonais ? Oui. Il est très radical et très minimaliste. Et le thème principal de la houle qui grossit, du vent qui se lève, c'est très très visuel. Et maintenant, chaque matin, je me réveille avec ce son du vent, de la mer. Quel est le héros réel ou imaginaire que vous aimeriez rencontrer ? C'est une question difficile.
Mozart. Mozart est une inspiration. Ses sons m'accompagnent et me plongent dans un monde rêvé. Quelle grande œuvre vous reste-t-il à accomplir selon vous? Je ne sais pas. En tout cas, ceci est clairement une de mes réussites. Présenter une œuvre ici. Ici, à l'Opéra? Oui, ici à l'Opéra, bien sûr. Dernière question. Quel est l'état présent de votre esprit aujourd'hui, maintenant? Je suis très excité parce que ce soir, c'est notre premier filage, du début à la fin. Je vais voir pour la première fois ce que j'ai imaginé et créé. Ça vous stresse? Non. Je ne suis pas stressé, je suis confiant. Les costumes de No et les acteurs du No sont arrivés hier. Donc ce soir, j'ai un filage complet pour la première fois. Je suis très excité. Thank you. Thank you so much, Mr. Hiroshi Sugimoto. Thank you very much. Goodbye. Bye. Creativity.